À 6 heures précises, le 23 mars 1943, le général de division Terry de la Mesa, Allen, se tenait dans un poste de commandement avancé, à 3 milles à l'ouest d'El Guettar, en Tunisie. Jumelles en main, il observait une cinquantaine de blindés allemands surgir d'un défilé montagneux. L'air du matin était vif, le ciel limpide, la visibilité presque irréelle. Rien n'échappait au regard d'Allen. Chaque contour des Panzers se détachait nettement tandis qu'ils descendaient en formation vers la vallée avec l'assurance de vétérans ayant écrasé des armées entières sur 3 continents. 27 jours plus tôt, les forces américaines avaient été balayées au col de Kasserine. 6500 hommes perdus, 50 000 de retraite en 5 jours. Une débâcle totale, humiliante, publique. Les Allemands traitaient les soldats américains de lâches. Les Britanniques doutaient qu'ils sachent réellement se battre. Les journaux aux États-Unis rapportèrent la catastrophe sans détour. La crédibilité même de l'effort de guerre américain semblait vaciller. Et pourtant, ces mêmes hommes étaient maintenant retranchés dans la vallée d'El Guettar, chargés de stopper la 10e division blindée allemande. Allen commandait la 1re division d'infanterie, la fameuse Big Red One, depuis 9 mois. Il avait façonné ses soldats dans des camps américains, sur des navires traversant l'Atlantique, puis dans les zones d'attente en Grande-Bretagne et en Afrique du Nord. Il connaissait leurs forces comme leurs failles. Il savait qu'ils manquaient à coup d'expérience, qu'ils n'avaient pas encore fait leurs preuves. Mais il savait aussi qu'ils étaient américains, et qu'un Américain n'abandonne pas. Restait à savoir si quelqu'un d'autre découvrirait un jour de quoi sa division était réellement capable, une fois guidée avec la doctrine adéquate et mise dans des conditions de combat équitables. L'assaut allemand survint exactement comme prévu par les renseignements. Des Panzerkampfwagen 4, des chasseurs de chars Marder, des Half-Track chargés d'infanterie. Un déploiement mécanique coordonné, du même type que celui qui avait foudroyé la Pologne en 3 semaines et la France en 6. Le même type d'attaque qui avait refoulé les Américains de 50 000 au col de Kasserine un mois plus tôt. Les Allemands avançaient avec confiance. Ils avaient déjà humilié les Américains. Ils s'attendèrent à recommencer. Ce qu'ils ignoraient, c'est que l'armée américaine qu'ils affrontaient à El Guettar n'était plus celle qu'ils avaient écrasée à Kasserine. En 27 jours, l'armée des États-Unis s'était réinventée plus profondément que n'importe quelle force alliée en 3 années de guerre. L'histoire de cette métamorphose débute dans l'Atlas tunisien le 19 février 1943. Ce matin-là, le maréchal Erwin Rommel lançait une offensive contre les positions américaines du col de Kasserine, une brèche stratégique de 2 milles au cœur de la chaîne du Grand Dorsal. Tenir ce passage, c'était contrôler les routes à travers les montagnes. Les Américains postés là manquaient cruellement d'expérience. La plupart n'avaient encore jamais tiré en situation réelle. Ils n'étaient arrivés en Afrique du Nord que quelques semaines auparavant, dans le cadre de l'opération Torch. Leur commandant, le général Lloyd Fredendall, avait dispersé ses troupes en petits détachements isolés, incapables de se soutenir mutuellement, des penny packets, comme disaient les officiers. Les chars américains M3 Lee et M3 Grant présentaient une silhouette haute qui en faisait des cibles idéales. Leur conception, mêlant un canon de 65 mm en sponson latéral et un canon de 37 mm en tourelle, relevait davantage de l'urgence industrielle que d'une réflexion tactique. Les équipages n'avaient jamais affronté de blindés allemands. Ils s'étaient entraînés contre d'autres chars américains dans les déserts de Louisiane ou du Nevada. En face, les Panzers étaient plus rapides, mieux protégés et servis par des équipages aguerris par la Pologne, la France et le front de l'Est. L'infanterie américaine, elle, n'avait creusé que de maigres tranchées, ignorant que les blindés allemands avaient pour habitude d'écraser ces abris improvisés en manœuvrant leurs chenilles pour broyer tout soldat encore caché dessous. Ces leçons-là seraient apprises, dans la douleur. Lorsque Rommel attaqua, les lignes américaines cédèrent en quelques heures. Les Panzers franchirent le col, les Italiens balayèrent les positions d'artillerie et les unités dispersées de Fredendall furent incapables de se coordonner. Les observateurs d'artillerie opéraient sur des fréquences incompatibles, impossible de concentrer les tirs. Aucun soutien aérien, les unités ne savaient même pas où se trouvaient leurs propres voisins. Certaines compagnies se replièrent directement dans des zones déjà occupées par les Allemands. Le 16 février au soir, le 2e corps avait perdu 1600 hommes, près d'une centaine de chars, 57 half-track et 29 pièces d'artillerie. Et la retraite continua encore 5 jours. Rommel repoussa les Américains sur 50 milles s'emparant de plusieurs localités,
Sidi Bouzid, Sbiba, Feriana. Les soldats abandonnaient matériel, vivres, positions. Les Britanniques engagés à leur côté battirent également en retraite, perdant leurs 11 chars. Le 22 février, lorsque l'offensive allemande s'éteignit enfin, le bilan américain atteignait 6500 hommes, 300 morts, 3000 blessés, 3000 disparus, ainsi que 183 chars, plus de 500 véhicules, 104 half-track et 208 pièces d'artillerie perdues. Les pertes allemandes, elles, s'élevaient à 989 hommes et 34 chars. L'armée américaine venait de subir sa pire défaite de toute la Seconde Guerre mondiale. Les Britanniques remettaient ouvertement en doute la compétence de leurs alliés d'outre-Atlantique. Les officiers allemands, eux, se moquaient sans retenue des capacités de combat américaines. Le maréchal Albert Kesselring, commandant allemand en Méditerranée, affirma même à Hitler que les soldats américains étaient mal formés et dirigés par des chefs médiocres. La débâcle du col de Kasserine déclencha une véritable crise au sein de l'effort de guerre américain. Le général Dwight Eisenhower, commandant suprême des forces alliées en Afrique du Nord, dut affronter une question fondamentale. Les troupes américaines étaient-elles capables de se mesurer aux Allemands à armes égales ? Ou bien les États-Unis allaient-ils devoir s'en remettre à l'armée britannique pour mener la guerre terrestre en Europe ? La réponse déterminerait toute la stratégie alliée. Car si les Américains ne pouvaient vaincre les Allemands en Afrique du Nord, comment leur confier l'invasion future de la France ? Winston Churchill nourrissait déjà des doutes sur la valeur militaire américaine. Après Kasserine, ses réserves paraissaient pleinement justifiées. Les généraux britanniques Montgomery et Alexander concluaient sans détour que les Américains étaient mal entraînés, mal commandés, de piètres combattants et qu'ils n'auraient guère de chance de progresser rapidement. Eisenhower pourtant distingua dans la défaite quelque chose que les autres avaient négligé. Certes, les unités américaines s'étaient mal battues, mais elles ne s'étaient pas totalement effondrées. Certaines avaient tenu leur position dans des conditions désespérées. Et lorsque l'artillerie avait enfin été coordonnée correctement, elle avait stoppé l'avancée allemande avec une puissance dévastatrice. Le problème n'était pas le courage des soldats. Le problème résidait dans le commandement, la doctrine et la coordination. Des problèmes graves, certes, mais des problèmes solvables. Le 26 février 1943, à peine 2 jours après le repli de Rommel hors du col de Kasserine, Eisenhower lança ce qui deviendrait l'une des plus rapides transformations militaires de l'histoire moderne. D'abord, une mesure brutale. Le 6 mars, il démit de ses fonctions le général Lloyd Fredendall. Celui-ci avait installé son quartier général à plus de 70 milles derrière les lignes, enfoui dans un canyon pour se protéger d'éventuelles attaques aériennes. Des ingénieurs avaient même creusé des tunnels dans la roche pour aménager des bunkers. Eisenhower dira plus tard que c'était la seule fois de la guerre où il avait vu un état-major davantage préoccupé par sa propre sécurité que par la bataille. Omar Bradley qualifierait l'endroit d'humiliation pour tout soldat américain. Fredendall, en outre, n'avait jamais inspecté le terrain de ses propres yeux. Il ignorait la configuration du champ de bataille, et il avait éparpillé ses divisions en petits groupements par dizaines de milles sans possibilité de soutien mutuel. Lors de l'attaque allemande, il fut incapable de rassembler un dispositif cohérent. Eisenhower le remplaça par le général George S. Patton, un cavalier de 57 ans qui avait passé sa carrière entière à penser la guerre mécanique. Patton prit le commandement à 10 heures du matin, le 6 mars 1943. Il disposait de 17 jours, pas un de plus, pour transformer le 2e corps avant son retour au front. Patton comprenait une vérité essentielle. Les soldats sont prêts à mourir pour un chef qu'ils craignent et respectent tout à la fois. Il devait donc s'imposer par les deux. Il commença par rétablir la discipline. Chaque soldat du 2e corps fut sommé de porter un uniforme complet, propre, impeccablement repassé. L'absence de guêtres, de casques, d'insignes appropriés pouvait mener devant une cour martiale. Les officiers laissant leurs hommes paraître négligés étaient immédiatement relevés. Patton parcourait personnellement les positions américaines, traquant la moindre entorse au règlement. Il arrêtait les jeeps, inspectait les tenues, interrogeait les soldats sur leur matériel et leurs armes. Il infligeait des amendes aux officiers ne portant pas de cravate. Il obligeait les hommes du rang à creuser de nouvelles tranchées lorsqu'il jugeait les anciennes trop superficielles. Il était partout, tout le temps, exigeant une perfection qui exaspérait ses troupes. Le 2e corps le détestait. On le traitait de tyran.
Les officiers grommelaient qu'il se souciait davantage de l'apparence que du combat. Certains se demandaient même s'il avait conscience qu'il se préparait à la guerre et non à défiler sur Pennsylvania Avenue. Mais Patton voyait plus loin. Une armée négligée dans son aspect serait négligente dans son action. Une tolérance pour les petits manquements en appellerait d'autres, plus graves. Les cravates, les guêtres, les uniformes impeccables n'étaient pas une obsession esthétique. C'étaient les fondations visibles d'une culture d'excellence. Un soldat incapable de porter correctement son uniforme aurait-il la rigueur nécessaire pour entretenir correctement son fusil ? Un officier incapable d'imposer une tenue correcte pourrait-il imposer la discipline du feu ? Au fil de ces 17 jours, quelque chose changea. Des unités autrefois dispersées, démoralisées, commencèrent à fonctionner comme des formations soudées. Les soldats retrouvèrent une fierté nouvelle dans leur allure, leur matériel. Les rassemblements matinaux devinrent précis, impeccables. Les armes furent nettoyées et inspectées quotidiennement. Les véhicules entretenus avec un soin quasi maniaque. Les opérateurs radio répétèrent les procédures. Les chefs de section révisèrent inlassablement les tactiques élémentaires. Les chefs de peloton, désormais, arpentaient eux-mêmes le terrain où leurs hommes devraient combattre. Ils étudiaient chaque repli du sol, imaginaient les axes d'approche, déterminaient les positions défensives. L'attitude désinvolte, presque nonchalante, qui avait caractérisé les troupes américaines avant le désastre de Kasserine, s'était évanouie. Des hommes qui avaient fui dans la confusion commençaient à croire qu'ils pouvaient avancer en ordre. Des hommes qui avaient connu la défaite recommençaient à croire en la victoire. Patton forgeait une armée qui paraissait professionnelle, plus encore, il en bâtissait une qui se savait professionnelle. Or, la croyance compte. Une armée convaincue qu'elle triomphera ne combat jamais de la même manière qu'une armée persuadée qu'elle va perdre. Patton donna au deuxième corps cette certitude nouvelle, par la discipline, par l'exigence, par cette foi inébranlable qu'il avait en la capacité des soldats américains, bien encadrés et bien entraînés, à vaincre n'importe quelle armée du monde. Pendant que Patton restaurait le moral, Eisenhower, lui, reconstruisait la doctrine. Les failles révélées à Kasserine étaient systémiques. L'artillerie américaine ne pouvait concentrer ses tirs. Chaque batterie opérait isolément. Les chars se lançaient dans des duels frontaux, sans coordination. L'aviation manquait d'intégration avec les manœuvres terrestres. Les commandants américains maîtrisaient mal l'art de la guerre interarmes. Ce n'était pas un manque de courage ni de qualité humaine. C'étaient des erreurs d'organisation, de structure, de doctrine, et cela exigeait des changements profonds. Eisenhower réunit son état-major et donna un ordre unique, tout réparer, et vite. Les réformes de l'artillerie furent engagées en premier car elles constituaient l'atout le plus solide de l'armée américaine. Le matériel était excellent, les réserves de munitions abondantes, les artilleurs très bien formés. Le maillon faible, c'était la coordination. Avant Kasserine, chaque batterie disposait de ses propres observateurs opérant sur des fréquences radio différentes. Un observateur du 3e bataillon ne pouvait appeler que les pièces du 3e bataillon, même si celles du 2e étaient mieux placées ou plus proches de la cible. Résultat, impossible de créer des concentrations massives de tirs comparables à celles redoutables de l'artillerie allemande. Les observateurs avancés allemands, eux, pouvaient solliciter n'importe quelle batterie à portée, déclenchant des barrages soudains et écrasants. Moins d'une semaine après Kasserine, les équipes d'Eisenhower mirent au point un nouveau système de direction de tir destiné à permettre la coordination de plusieurs batteries simultanément. La tâche était immense. Les fréquences variaient d'une unité à l'autre, les centres de tir fonctionnaient selon des procédures différentes, et les officiers d'artillerie n'avaient été formés qu'au commandement de leur seule batterie. Il fallut du nouveau matériel radio, de nouvelles formations, mais surtout un changement d'état d'esprit. L'artillerie devait être pensée comme un outil du corps d'armée, non d'un simple bataillon. Début mars, ces nouvelles procédures furent testées en exercice. À la mi-mars, lorsque le 2e corps retourna au combat, les bataillons d'artillerie savaient désormais exécuter des missions de tir coordonnées. Ce changement transforma radicalement l'efficacité de l'artillerie américaine. Un impact spectaculaire se manifesterait bientôt à El Guettar. Les réformes concernant les blindés étaient encore plus complexes. Avant Kasserine, la doctrine américaine reposait sur l'idée que les chars devaient combattre les chars adverses. Un héritage direct de la cavalerie, dont les traditions imprégnaient encore la pensée tactique. Les unités blindées américaines se comportaient comme des escadrons de cavalerie.
charge frontale, engagement direct, recherche du duel. Mais cela ne faisait que jouer le jeu des Allemands. Leur chef de char comptait 3 années d'expérience de combat, Pologne, France, Russie. Ils savaient manœuvrer, exploiter les replis du terrain, concentrer leurs tirs, frapper au point faible. Les équipages américains, eux, n'avaient affronté que des chars américains à l'entraînement, dans les déserts californiens ou les plaines du Texas. Ils avançaient en ligne droite, exposaient leurs flancs et se battaient en individus plutôt qu'en unités coordonnées. À Kasserine, les chars américains furent détruits un par un, faute de soutien, faute de cohésion. L'équipe d'Eisenhower réécrivit alors la doctrine blindée à partir de ces leçons douloureuses. Les chars n'étaient plus destinés à affronter en priorité d'autres chars. Ils devenaient une puissance mobile d'appui à l'infanterie. Ils devaient progresser avec elle, utiliser le terrain comme protection, laisser l'artillerie et les chasseurs de chars neutraliser les blindés allemands. Ce seraient désormais les tanks destroyers, et non les chars, qui affronteraient les Panzers. Changement radical. L'armée américaine avait d'ailleurs créé des bataillons de chasseurs de chars spécialement pour cette mission, armés de pièces à haute vélocité montées sur véhicules rapides. Mais à Kasserine, ces bataillons avaient été morcelés en petits pelotons éparpillés sur le champ de bataille, isolés, facilement débordés. La nouvelle doctrine imposa que les bataillons de chasseurs de chars combattent comme des unités entières, concentrant leur feu là où l'ennemi portait son effort. Cela exigeait de nouvelles formations, une meilleure coordination et une réorganisation du commandement. Mais cela correspondait parfaitement aux points forts américains. Les Américains disposaient d'une artillerie redoutable capable de clouer les chars allemands au sol. Ils avaient d'excellents chasseurs de chars pour les achever. Ils n'avaient aucune raison de jouer selon les règles de l'ennemi. Il leur fallait mener un tout autre type de combat. Les réformes concernant l'appui aérien, en revanche, avancèrent plus lentement. Coordonner avions et troupes terrestres nécessitait de nouveaux équipements radio, de nouvelles procédures, une nouvelle formation tant pour les pilotes que pour les contrôleurs au sol. Cette intégration ne serait complètement maîtrisée qu'à l'époque d'Overlord, en juin 1944. Mais Eisenhower engagea le chantier dès mars 1943. Il créa des officiers de liaison aérienne intégrés aux unités terrestres. Il établit des protocoles pour demander des frappes aériennes. Il martela que la supériorité aérienne était désormais la condition préalable à toute offensive au sol. Les forces américaines n'avanceraient plus sans contrôle du ciel. Les réformes de commandement furent encore plus radicales. Avant Kasserine, Fredendall avait morcelé ses divisions en petits détachements autonomes. Cette dispersion avait permis aux forces allemandes de détruire les unités américaines une à une. La nouvelle doctrine d'Eisenhower imposait l'inverse. La masse, la cohésion, le soutien mutuel. Les unités combattraient regroupées sous contrôle divisionnaire. Aucune ne serait placée là où ses voisines ne pourraient pas la soutenir ou la renforcer. Toutes ces réformes avançaient en parallèle de la campagne disciplinaire de Patton. Tandis que Patton exigeait des uniformes impeccables, l'état-major d'Eisenhower réécrivait littéralement la doctrine de la guerre moderne. Tandis que Patton inspectait les tranchées, les artilleurs répétaient des nouvelles procédures de coordination. Tandis que Patton imposait les saluts réglementaires, les chasseurs de chars s'entraînaient à opérer en bataillons unifiés. Ce n'était pas une coïncidence, c'était calculé. Eisenhower avait besoin de soldats convaincus d'appartenir à une armée professionnelle, et il avait besoin que cette armée soit réellement professionnelle. Le moral et la compétence devaient progresser ensemble. Le 17 mars 1943, 11 jours après la prise de commandement de Patton, la première division d'infanterie et la première division blindée avancèrent vers le centre de la Tunisie. Leur objectif, Gafsa, une oasis des plaines intérieures. Les renseignements signalaient une défense faible. La ville fut prise presque sans résistance. Le 18 mars, le premier bataillon de Rangers, sous le lieutenant-colonel William Darby, poussa plus à l'est et occupa l'oasis d'El Guettar, là encore, presque sans opposition. Les défenseurs italiens se replièrent de là sur les hauteurs qui dominèrent la ville, verrouillant le col menant vers la côte. Le deuxième corps se retrouvait ainsi idéalement placé. S'il parvenait à franchir le col d'El Guettar jusqu'à la mer, il couperait les forces allemandes du sud tunisien de leur ligne de ravitaillement. Les Allemands se retrouveraient pris en étau entre les Américains à l'ouest et les Britanniques progressant depuis l'est. Le général Hans-Jürgen von Arnim, qui avait pris le commandement en Tunisie après le départ de Rommel le 9 mars, comprit immédiatement le danger.
Il ne pouvait pas laisser les Américains percer à El Guettar. Von Arnim estima cependant qu'une attaque de diversion suffirait à repousser les Américains. Le 22 mars, il ordonna donc à la 10e division blindée de lancer une offensive pour écraser les positions américaines. Cette division était l'une des meilleures formations blindées de l'armée allemande. Elle avait combattu en France, en Russie, en Afrique du Nord. Ses commandants de chars étaient des vétérans aguerris ayant détruit des centaines de blindés ennemis. Ils savèrent coordonner infanterie, blindés et artillerie. Ils n'avaient jamais subi de grandes défaites. Les officiers allemands planifiant l'attaque s'attendaient à répéter Kasserine, des Américains paniquant sous un assaut blindé massif, une coordination médiocre, une artillerie mal employée, aucune couverture aérienne. Ils s'attendaient à retrouver la même armée qu'un mois plus tôt. Ils se trompaient. À 6 heures du matin, le 23 mars 1943, 50 chars allemands émergèrent du col et se déployèrent dans la vallée d'El Guettar. Le soleil levant, derrière les lignes américaines, dessinait en ombre découpée la colonne allemande contre les montagnes de l'Ouest. En tête avançaient des Panzerkampfwagen Mark V, leurs longs canons de 75 mm bien visibles. Derrière, des chasseurs de chars Marder, véhicules ouverts, armés de canons soviétiques capturés de 77 mm, suivaient des Half-Track chargés de panzergrenadiers. Des estafettes motocyclistes filaient en éclaireurs. La colonne progressait rapidement, moteur rugissant, chenilles soulevant des nuages de poussière dans l'air froid du matin. Ils avançaient à découvert sur un terrain plat large de 2000, persuadés que les lignes américaines céderaient bien avant qu'ils n'atteignent la ville. Après tout, ils avaient vu les Américains se débander à Kasserine. Mais cette fois, les Américains attendaient, silencieux, disciplinés, invisibles. Le général Terry Allen avait déployé la première division d'infanterie en profondeur, et non sur une ligne unique comme à Kasserine, un changement tactique crucial. Les unités avancées occupaient les hauteurs dominant la vallée avec des champs de tir entrecroisés. Derrière elles, les bataillons d'infanterie étaient disposés en échelons successifs, chacun capable de soutenir l'autre. L'artillerie américaine était dissimulée derrière les crêtes, invisible aux observateurs allemands mais parfaitement réglée sur toutes les voies d'approche possibles. Les observateurs avancés, eux, occupaient des postes camouflés offrant une vue dégagée sur toute la vallée. Les bataillons de chasseurs de chars avaient creusé des positions à des points clés avec des champs de tir impeccables. Leur camouflage était si réussi qu'on ne pouvait les distinguer à plus de 100 mètres. L'infanterie, cette fois, avait des tranchées profondes, suffisamment solides pour résister au passage de chars. Chaque unité savait exactement où se trouvaient ses voisines. Les fréquences radio étaient harmonisées à l'échelle de la division. Les centres de direction de tir étaient reliés directement à toutes les batteries. Les dépôts de munitions étaient constitués. Les postes médicaux étaient installés et prêts. Les itinéraires logistiques étaient balisés et sécurisés. Dans la nuit, des champs de mines avaient été posés, choisis selon une analyse minutieuse des tactiques allemandes observées à Kasserine. Rien ici ne rappelait la défense dispersée, improvisée, qui s'était effondrée au col de Kasserine. C'était une position soigneusement préparée, construite selon une doctrine entièrement refondue en 4 semaines et intégrant chaque leçon tirée de la défaite. Les chars allemands s'engagèrent dans la vallée. Ils avançaient vite, en formation serrée, sûrs de leur supériorité. À 400 yards des lignes américaines, les blindés de tête touchèrent le champ de mines. Des explosions secouèrent les panzers, chenilles arrachées, châssis immobilisés, équipages s'extrayant en catastrophe. La colonne se ralentit, se resserra. Les chars de l'arrière tentèrent d'éviter les détonations, se gênant mutuellement. C'était exactement ce qu'attendaient les observateurs américains. L'ordre tomba, feu pour effet, et toutes les batteries à portée, pas seulement celles de la première division, ouvrirent le feu. Des obusiers de 105 mm, des 150 mm, une déferlante continue, coordonnée, implacable. La première salve tomba avec une précision terrifiante sur les chars arrêtés. Les obus explosifs éventrèrent les blindés, arrachèrent leurs chenilles, bloquèrent leurs tourelles. Les obus au phosphore blanc éclatèrent au-dessus des véhicules, projetant du feu liquide qui se collait au métal et à la chair. La deuxième salve frappa alors que la première n'avait pas fini de retentir. Puis la troisième, puis la quatrième. Le pilonnage dura 12 minutes sans la moindre interruption. Les quelques chars ayant survécu aux mines furent frappés encore et encore par les explosions et le phosphore brûlant. Les half-track prirent feu. Leur blindage mince n'arrêtait rien.
L'infanterie allemande, descendue pour dégager le passage, se retrouva piégée à découvert, sans abri possible. Les blindés tentant de reculer se heurtaient à des carcasses ou à la pluie continue d'obus. La colonne entière se transforma en zone de mort, incapable d'avancer comme de reculer, méthodiquement anéantie par une artillerie américaine tirant à cadence maximale. C'était exactement ce que l'artillerie avait échoué à faire à Kasserine, concentrer tout son feu sur un seul point, avec une coordination parfaite, grâce aux procédures créées précisément pour corriger les lacunes révélées par cette défaite. Lorsque le barrage s'interrompit, les chasseurs de chars américains entrèrent en action. Le 601e bataillon de chasseurs de chars, équipé de M3 Gun moteur carriage, des half-track armés de canons de 75 mm, ouvrit le feu depuis des positions invisibles, ciblant les blindés allemands qui tentaient de se réorganiser. Les équipages avaient été formés pour ce type de combat. Ils connaissaient les tactiques allemandes, savaient anticiper leurs manœuvres, savaient où frapper. Ils prenaient pour cible un char à la fois, calmement, méthodiquement, attendant le tir parfait. Le 899e bataillon, équipé de M10 armés de canons de 3 pouces, ajouta son feu depuis des positions de soutien. L'avance allemande s'effondra. À 9 heures du matin, 30 chars étaient détruits ou immobilisés. La 10e division blindée se replia vers le col, laissant derrière elle un champ de carcasses fumantes. Le général Allen observa la retraite à travers ses jumelles sans ordonner la poursuite. Ses instructions étaient ni claires, tenir El-Guettar, pas traquer les Allemands dans la montagne. Lorsque 2 chars ennemis s'approchèrent même du poste de commandement pendant le cœur de la bataille, certains officiers lui suggérèrent de reculer. Allen répliqua par des mots devenus célèbres « Je ne reculerai pas » et j'abattrai le premier salaud qui tente de le faire. Les Américains venaient de remporter leur première victoire défensive contre les blindés allemands. Mais les Allemands n'avaient pas dit leur dernier mot. À 16h45, la 10e Panzer lança une nouvelle attaque par un autre axe tentant de déborder les positions américaines. Le résultat fut identique. L'artillerie américaine écrasa la colonne, les chasseurs de chars achevèrent les blindés. Aucun char allemand n'approcha l'infanterie. À la tombée de la nuit, la division allemande se retira définitivement. Les unités allemandes en retraite rejoignirent les forces italiennes dans les collines à l'est d'El-Guettar, mais elles n'essayèrent plus de forcer la vallée. La bataille, toutefois, ne s'acheva pas là. Durant 2 semaines supplémentaires, les Américains tentèrent de percer les cols montagneux. Les combats furent âpres. Les Italiens, solidement retranchés sur les hauteurs des collines 369 et 772, résistèrent avec acharnement. Les assauts américains n'obtinrent que des gains modestes, mais, entre-temps, la situation stratégique avait basculé. Le 26 mars, les Britanniques déclenchèrent l'opération Supercharge 2, brisant la ligne de Mareth à l'est et forçant les forces allemandes à se replier vers le nord. La position de l'Axe dans le sud tunisien s'effondrait. Le 7 avril 1943, à 17h, les troupes américaines venant d'El-Guettar firent leur jonction avec des éléments de la 8e armée britannique sur la route El-Guettar-Gabès. Les dernières forces allemandes étaient désormais acculées dans le nord de la Tunisie. La campagne touchait à sa fin. La bataille d'El-Guettar marqua la première victoire nette des Américains sur les blindés allemands. Elle confirmait la pertinence de toutes les réformes mises en œuvre par Eisenhower depuis Kasserine. La nouvelle coordination de l'artillerie avait fonctionné à merveille. Les chasseurs de chars, employés en bataillons complets au lieu d'être dispersés, avaient démontré toute leur valeur. La coopération interarmes avait été exemplaire. L'appui aérien, encore imparfait, était nettement meilleur. Et surtout, les soldats américains avaient prouvé qu'ils pouvaient tenir tête à des forces allemandes expérimentées. Les Allemands le reconnurent. Après El-Guettar, les officiers allemands cessèrent de qualifier les soldats américains de lâches. Les rapports de renseignement commencèrent même à souligner la compétence tactique américaine. Rommel, rappelé en Allemagne 2 semaines avant la bataille, écrivit plus tard que les forces américaines s'étaient ressaisies avec une rapidité surprenante après leur premier choc et avaient réussi à enrayer les offensives allemandes. Un respect réticent, certes, mais un respect réel. Les Américains s'avèrent désormais se battre. Ce qui rendait la transformation véritablement extraordinaire, c'était sa vitesse. 27 jours seulement séparaient Patra la déroute de Kasserine de la victoire d'El-Guettar.
En moins d'un mois, le 2e corps avait changé de commandant, révisé sa doctrine, réentraîné ses troupes et démontré son efficacité au combat. Aucune autre armée alliée n'avait évolué aussi vite. Il avait fallu des années à l'armée britannique pour développer une doctrine interarmes réellement efficace après ses revers en France et en Afrique. L'armée rouge avait mis 18 mois après l'invasion allemande pour atteindre un niveau opérationnel solide à Stalingrad. Même les Allemands n'avaient perfectionné le Blitzkrieg qu'après les campagnes de Pologne et de France. L'armée américaine y était parvenue en moins de 4 semaines. Cette adaptation fulgurante tenait à plusieurs facteurs, tous liés les uns aux autres. Premièrement, les Américains avaient admis sans détour qu'ils avaient un problème. Pas de déni, pas d'excuses, pas de recherche de bouc émissaire. Une attitude rarissime dans la culture militaire mondiale. Les armées vaincues imputent généralement la défaite au manque de courage des soldats, à l'incompétence des subordonnés ou à des difficultés logistiques, mais rarement à leur doctrine et presque jamais à leurs propres idées sur la manière de faire la guerre. Eisenhower et son état-major menèrent une analyse implacablement honnête de l'échec de Kasserine. Ils identifièrent des failles précises dans le commandement, la doctrine et la coordination. Ils rédigèrent des comptes rendus détaillés qui recensaient les erreurs sans la moindre atténuation. Ils ne blâmèrent pas les soldats pour avoir cédé sous la pression allemande. Ils se blâmèrent eux-mêmes pour avoir placé ces soldats dans une situation où l'effondrement était inévitable. Ils ne blâmèrent pas les équipages de chars pour avoir perdu face aux panzers. Ils blâmèrent la doctrine qui les avait envoyés dans des combats qu'ils ne pouvaient tuer gagner. Cette approche permit de corriger les systèmes plutôt que de punir les individus. Les officiers impliqués à Kasserine furent affectés à des fonctions de formation. Ils transmettaient aux nouvelles recrues ce qu'il ne fallait pas faire. Leurs erreurs devenaient autant de leçons pour l'institution. Deuxièmement, les forces américaines disposaient de l'autorité nécessaire pour changer rapidement. Eisenhower n'avait pas besoin d'attendre l'aval de Washington pour relever Fredendall. Il n'avait pas à demander la permission pour revoir la doctrine d'artillerie ou réorganiser les bataillons de chasseurs de chars. Il détenait une autorité de commandement à l'échelle du théâtre, une liberté d'action rare. Ailleurs, ce n'était pas le cas. Les commandants britanniques devaient rendre des comptes au War Office où des fonctionnaires loin du front examinaient chaque décision majeure. Les soviétiques dépendaient des approbations personnelles de Staline, souvent fondées autant sur la politique que sur le militaire. Les Allemands étaient moins soumis aux directives de Hitler qui intervenait de plus en plus dans les décisions tactiques depuis son QG en Prusse orientale, préférant une vision idéologique à la réalité du terrain. Les commandants américains, eux, pouvaient adapter immédiatement leur manière de combattre en fonction de ce qu'ils apprenaient. Cette décentralisation du commandement, héritée de l'armée continentale américaine, était une tradition vieille de plus de 150 ans, mais en 1943, elle se révéla décisive. Troisièmement, les forces américaines disposaient des ressources nécessaires pour appliquer des changements rapides et à grande échelle. De nouveaux équipements, comme les chasseurs de chars M10, arrivaient en Afrique du Nord quelques semaines seulement après leur demande. Chargés sur des cargos rapides, ils traversèrent l'Atlantique en moins de 2 semaines. De nouvelles batteries d'artillerie étaient créées, formées, puis immédiatement affectées au 2e corps. L'armée américaine avait activé des centaines de bataillons d'artillerie en 1942 et début 1943. Quand il fallut renforcer la puissance de feu, ces unités existaient déjà. Il suffisait de les intégrer. Les officiers de liaison aérienne étaient formés dans des écoles nouvellement ouvertes et envoyés en Afrique du Nord en l'espace de quelques semaines. Du matériel radio qui n'existait pas en janvier sortait des chaînes de production en février et était distribué aux unités en mars. L'industrie américaine fournissait tout ce dont le commandement avait besoin. Ce n'était ni propagande ni exagération. En 1943, les usines américaines produisaient chars, camions, jeeps, pièces d'artillerie, fusils, munitions, uniformes, équipements médicaux, vivres et bien d'autres choses à un rythme que nul pays ne pouvait égaler. Les autres armées alliées devinrent se contenter de leurs stocks existants. Les Britanniques en Afrique du Nord utilisaient du matériel conçu dans les années 1930 et fabriqué en quantité modeste dans des usines régulièrement bombardées. Les Soviétiques avaient de très bons équipements dans certains domaines, mais souffrirent de pénuries chroniques dans d'autres, l'industrie ayant été ravagée par l'invasion allemande. Quant à l'Allemagne, dès 1943, elle manquait de carburant, de munitions, de véhicules, et l'industrie souffrait de plus en plus sous les bombardements alliés. L'Amérique, elle, pouvait demander n'importe quel matériel, et l'obtenir rapidement. Si quelque chose ne fonctionnait pas, on le remplaçait. Si quelque chose devait être modifié,
La modification pouvait être appliquée à l'ensemble de l'armée. Cette abondance rendait possible des expérimentations rapides et l'adoption immédiate de solutions efficaces. Une armée qui manque d'équipement n'a pas le luxe d'essayer. Une armée bien équipée peut tester, éliminer ce qui échoue et amplifier ce qui réussit. Quatrièmement, les forces américaines acceptaient d'apprendre de leur ennemi. Les officiers d'état-major étudièrent les tactiques allemandes, la coordination entre l'infanterie, les chars et l'artillerie, les points faibles aussi bien que les points forts. Ils reprirent ce qui fonctionnait chez les Allemands et développèrent des contre-mesures pour le reste, sans orgueil mal placé, sans obstination nationaliste. Si les Allemands faisaient ci et mieux, on observait, puis on s'adaptait. Cinquièmement, l'armée américaine misait sur l'entraînement, la répétition et l'automatisme. Les 17 jours de transformation de Patton furent consacrés aux bases, creuser des tranchées correctes, coordonner chars et infanterie, exécuter des missions d'artillerie coordonnées, utiliser les chasseurs de chars en bataillon complet, appeler les frappes aériennes selon des procédures rigoureuses. Un entraînement intensif, répétitif, parfaitement ciblé sur les failles révélées à Kasserine. Lorsqu'ils retournèrent au combat, les Américains maîtrisaient ces nouvelles méthodes comme des réflexes. Ces 5 facteurs forgèrent une culture institutionnelle fondée sur l'adaptation plutôt que la tradition. Les forces américaines n'avaient pas de doctrine ancienne à défendre, pas de dogmes à préserver. Elles pouvaient changer plus vite, précisément parce qu'elles avaient moins à désapprendre. C'était un paradoxe. L'inexpérience américaine, qui avait été un handicap à Kasserine, devint un atout pour apprendre plus vite. L'historien militaire Gerhard Weinberg résuma l'erreur d'analyse britannique. Pour Montgomery et Alexander, la conclusion était simple. Les Américains étaient mal entraînés, mal dirigés, de piètres combattants, et ils n'allaient pas s'améliorer rapidement. Il recommandait même de cantonner les forces américaines à des tâches de garnison ou de logistique, tandis que les Britanniques mèneraient les opérations de combat. Churchill partageait ses doutes dans ses lettres à Roosevelt. L'analyse britannique reposait sur leur propre expérience. Ils se battaient depuis septembre 1939. Ils avaient été vaincus en France, en Grèce, en Crète, repoussés en Libye avant d'obtenir enfin une victoire à El Alamein. Leur courbe d'apprentissage avait pris 3 ans complets. Ils présumaient que les Américains auraient besoin de tout autant de temps, si tant est qu'ils apprennent un jour. Weinberg fit remarquer qu'il était difficile de comprendre pourquoi les Britanniques peinaient tant à admettre qu'un apprentissage américain réalisé en quelques mois, là où il leur avait fallu 3 ans, était en réalité une excellente nouvelle pour la cause alliée, et non un signe d'incompétence. Si les Américains apprenaient un peu plus vite, c'était précisément parce qu'ils acceptaient l'échec et changeaient de cap sans hésitation. La culture militaire britannique reposait sur la tradition, les précédents, la procédure. Toute modification devait passer par une chaîne d'approbation, être consignée dans des règlements, testée longuement avant d'être appliquée. La culture américaine, surtout sous Eisenhower, privilégiait le résultat plutôt que le protocole. Si quelque chose ne fonctionnait pas, on le modifiait immédiatement. On le testait au combat, pas dans un manuel, on l'affinait selon les retours du terrain. Cette approche pragmatique est rendue possible par l'abondance des ressources américaines, permit de créer un cycle d'apprentissage mesuré en semaines, non en années. Les leçons de Kasserine et d'El-Guettar se diffusèrent dans toute l'armée américaine. Les procédures améliorées de coordination de l'artillerie devinrent la norme dans toutes les unités, qu'elles combattent en Europe ou dans le Pacifique. L'entraînement aux opérations interarmes fut intégré à Fort Benning et dans les bases américaines. La doctrine des chasseurs de chars fut révisée. Ils devaient combattre en bataillon, non en petits pelotons isolés. Les procédures de coopération air-sol furent développées et mises à l'épreuve. Ainsi, lorsque l'armée américaine débarqua en Sicile le 10 juillet 1943, ces améliorations étaient déjà visibles. Les troupes combattaient mieux, se coordonner du mieux et s'adapter du plus vite au changement du champ de bataille. L'invasion de l'Italie en septembre 1943 confirma cette progression. Des commandants plus audacieux, une coordination accrue, une artillerie dévastatrice, un appui aérien mieux intégré. Les Allemands défendirent chèrement chaque position, mais ne purent stopper l'avancée américaine. Les soldats qui débarquèrent à Salerne le 9 septembre n'avaient plus rien à voir avec ceux qui avaient reculé à Kasserine. C'était désormais une armée professionnelle, compétente, aguerrie. En juin 1944, lors du débarquement en Normandie, la transformation était totale.
l'armée américaine qui prit d'assaut les plages françaises était devenue l'une des forces combattantes les plus efficaces du monde. Une artillerie superbement coordonnée, un appui aérien exceptionnel, une intégration interarmes mûrie au combat, un commandement expérimenté. Elle commettait encore des erreurs, bien sûr. La bataille de Normandie fut féroce, les défenses allemandes opiniâtres. Mais les forces américaines s'adaptaient à chaque nouvelle difficulté. Confrontées aux haies normandes, elles inventèrent les hedgerow cutters. Face aux blindés allemands, elles appelaient l'aviation ou les chasseurs de chars. Lorsque les défenses allemandes se révélaient trop solides, elles concentraient l'artillerie et brisèrent le front à coups d'obus. Cette culture de l'adaptation, née dans les montagnes tunisiennes, devint la signature de l'armée américaine en Europe. Le contraste avec les autres armées alliées était frappant. Les Britanniques en Normandie utilisaient encore de nombreuses tactiques héritées d'Afrique du Nord. Les Soviétiques conservaient les méthodes d'assaut massif développées à Stalingrad. Les Allemands tentaient de rejouer la guerre de 1940. Les Américains, eux, ne cessaient d'évoluer. Ils identifiaient les problèmes, proposaient des solutions, adaptaient leurs tactiques, puis passaient au problème suivant. Ce n'était pas une question de supériorité individuelle du soldat américain, mais de système militaire. Un système qui encourageait, récompensait et institutionnalisait l'adaptation. Cette vitesse d'adaptation eut un impact stratégique majeur. En évoluant plus vite que leurs adversaires, les Américains forçaient les Allemands à revoir constamment leurs propres tactiques. Chaque fois que les Allemands développaient un contre-mouvement efficace, les Américains avaient déjà changé de méthode. Le tempo tactique américain devint impossible à suivre pour les forces allemandes. Les Allemands passaient leur temps à réagir, jamais à imposer leur initiative. Cette capacité à obliger l'ennemi à s'adapter, plutôt que d'être soi-même contraint de le faire, était un héritage direct des leçons tirées en Tunisie. L'influence de la transformation entre Kasserine et El Guettar dépassa largement la Seconde Guerre mondiale. L'armée américaine fit de l'adaptation rapide un pilier de sa culture institutionnelle. Les After Action Reviews devinrent obligatoires. Chaque unité devait identifier ses faiblesses et proposer des solutions. Les commandants incapables d'évoluer étaient relevés. L'apprentissage à partir de l'expérience devint une valeur fondamentale, un trait directement né des événements de février et mars 1943. D'autres armées étudièrent l'exemple américain, mais sans parvenir à l'imiter totalement. Les Britanniques restèrent attachés à la tradition et aux procédures établies. Les Soviétiques conservèrent une doctrine centralisée et des tactiques uniformisées. La culture militaire allemande valorisait l'initiative, mais peinait à apprendre institutionnellement de ses erreurs. L'Amérique seule combina 3 éléments uniques, une autorité décentralisée, une flexibilité institutionnelle et une analyse systématique de l'expérience. Ce n'est pas que les autres armées étaient incapables de s'adapter, c'est qu'elles ne pouvaient pas s'adapter aussi vite. La transformation accomplie entre le col de Kasserine et El Guettar demeure la plus rapide adaptation militaire d'envergure de l'histoire moderne. 27 jours pour passer d'une défaite humiliante à une victoire décisive. Moins de 4 semaines pour passer de l'incompétence tactique à l'efficacité opérationnelle. La vitesse était sans précédent. La profondeur des changements, remarquable. Leur impact, durable. Les forces américaines devinrent, durant la Seconde Guerre mondiale, la référence mondiale en matière d'adaptation militaire. Elles avaient démontré que des armées pouvaient évoluer rapidement si elles acceptaient leurs échecs, déléguaient l'autorité, disposaient des ressources nécessaires, apprenaient de l'ennemi et investissaient dans l'entraînement. Les hommes qui se battirent à El Guettar ignoraient qu'ils participaient à une transformation historique. Ils savaient seulement qu'ils avaient été vaincus à Kasserine. Ils savaient qu'ils avaient quelque chose à prouver. Ils savaient que Patton exigeait l'excellence et qu'Eisenhower observait leur progression. Ils savaient que les Allemands les méprisaient, que les Britanniques doutaient d'eux. Alors ils se battirent pour donner tort à tout le monde. Ils se battirent pour montrer que les Américains pouvaient tenir tête à des soldats allemands aguerris. Ils se battirent parce que leurs officiers le leur demandaient, et parce qu'ils refusaient d'être définis par leur défaite. Ils ne pensaient pas participer à la plus rapide transformation militaire de l'histoire. Ils pensaient simplement survivre au prochain assaut allemand. Et ils y parvinrent. La première division d'infanterie arrêta net la 10e Panzer Division. L'artillerie américaine anéantit les blindés ennemis.
les chasseurs de chars prouvèrent toute leur valeur lorsqu'ils furent employés en bataillons cohérents. L'infanterie tint ses positions. La transformation était achevée. L'armée américaine qui avait été balayée à Kasserine était devenue une force capable de vaincre des unités allemandes expérimentées en combat ouvert. Le chemin de la défaite à la victoire avait duré 27 jours. Les leçons tirées de ces 27 jours allèrent façonner la doctrine militaire américaine pendant plusieurs générations. Le soir du 23 mars 1943, le général Terry Allen se trouvait dans son poste de commandement lorsqu'il vit, à travers ses jumelles, les derniers chars allemands se replier hors de la vallée d'El Guettar. Sa division avait tenu. Les forces américaines avaient gagné. Les Allemands qui raillaient les soldats américains 4 semaines plus tôt battaient en retraite. Les Britanniques qui doutaient de leurs compétences devraient revoir leur jugement. Les Italiens, qui s'attendaient à une victoire facile, étaient désormais retranchés dans les collines, incapables d'attaquer. Allen ne célébra pas. La campagne de Tunisie n'était pas terminée. Il restait 6 semaines de combat avant la reddition finale de l'Axe, le 13 mai. Mais quelque chose d'essentiel avait changé. Les forces américaines avaient prouvé qu'elles pouvaient s'adapter plus vite que n'importe quelle autre armée du conflit. Elles avaient transformé la pire défaite de leur histoire en modèle de victoire. C'était cela, le véritable triomphe d'El Guettar. Non pas seulement la victoire tactique sur la 10e Panzerdivision, mais la victoire institutionnelle sur l'échec lui-même.